Bonjour tout le monde. Dans le monde, il existe des pays qui sont à cheval sur plusieurs continents. On parle alors de pays transcontinentaux. En réalité, il en existe deux types. Tout d'abord, il y a des pays qui possèdent des territoires ultramarins. Un territoire d'outre-mer est un territoire qui appartient à une puissance coloniale et qui est situé en dehors du continent de la puissance. Exemple, les Pays-Bas sont un pays dont le territoire métropolitain est situé en Europe, mais il possède Aruba, qui est un territoire d'outre-mer situé en Amérique. Ce n'est pas le seul, c'est donc un pays transcontinental. Même les États-Unis, c'est un pays situé en Amérique, et il possède les Samoa américaines, qui sont situées en Océanie. C'est là encore un territoire d'outre-mer. Il n'utilise pas le terme d'outre-mer contrairement au néerlandais, il parle plutôt de territoire non incorporé, mais dans les faits, c'est bien un territoire d'outre-mer. Un territoire d'outre-mer n'a pas de continuité avec le pays-mère. Il en est très éloigné et très isolé. Souvent, son indicatif téléphonique est différent. Il se comporte presque comme un État indépendant d'un point de vue des télécommunications. Par exemple, la Guadeloupe est officiellement un département français, comme n'importe quel département français situé en Europe. Mais la Guadeloupe est située dans les Antilles. C'est donc aussi un département d'outre-mer. Son indicatif téléphonique est le plus 590, contrairement à la France qui a le plus 33. L'indicatif est donc différent, car la Guadeloupe n'est pas directement reliée à la France. L'indicatif téléphonique est un bon indicateur pour savoir si un territoire est ultramarin ou non, même s'il y a toujours des exceptions. Dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur le deuxième type de pays transcontinental, ceux qui ont une continuité sur deux continents, même s'il y a la mer entre les deux. Mais tout d'abord, c'est quoi un continent? Le continent n'est pas un terme proprement scientifique. On peut donc aussi bien dire qu'il n'y a que 4 continents, en disant que l'Europe, l'Asie et l'Afrique forment la même masse continentale par exemple, mais on peut aussi dire qu'il existe 7 continents, dans la version la plus nombreuse. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie, Afrique, Océanie et Antarctique, cette variante à 7 continents est très contestée, surtout à cause de la séparation entre l'Europe et l'Asie, qui est une séparation totalement arbitraire. Il n'y a en effet aucune raison que ces deux continents soient séparés. Cette séparation est due au fait que les Européens ont imposé cette vision et ont voulu être séparés du reste du continent eurasiatique. Mais même si cette vision est contestée, c'est celle que je vais choisir pour la vidéo, car elle permettra d'avoir plus d'exemples de pays transcontinentaux. Eh bien, c'est parti. Panama. Commençons par l'Amérique avec Panama. Le Panama est un pays qui est indépendant depuis 1903. Avant cette date, il faisait partie de la Colombie. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, le Panama n'est pas vraiment considéré comme un pur pays d'Amérique centrale, on le lie encore à l'Amérique du Sud par son passé. Vu qu'on peut dire que l'Amérique centrale est une sous-région de l'Amérique du Nord, on peut dire que Panama est transcontinental. Il fait le lien entre les deux. Cependant, il est difficile de dire où se trouve la limite exacte entre les deux continents. Soit on dit qu'elle se situe à l'endroit le plus serré, soit dans l'isthme de Panama, et c'est là qu'a été construit le canal du Panama. Ce canal artificiel pourrait être la limite symbolique entre les deux continents. Soit on définit la limite au niveau du golfe d'Urabá, soit quand là où le bouchon du Darien s'intègre dans le reste de l'Amérique du Sud. Et ça dépend où est intégré le bouchon, s'il est en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, et dans ce cas, ça change la ligne de séparation des deux continents. Ma séparation préférée reste celle du canal du Panama, qui est la plus naturelle, selon moi. Même si le canal est artificiel, c'est à cet endroit que les deux continents étaient séparés par la mer il y a quelques 10 à 15 millions d'années environ. Avant cette date, il existait deux mondes très différents, avec des animaux bien différents qui avaient évolué chacun de leur côté. Quand l'isthme a relié les deux terres, le grand échange faunique interaméricain a eu lieu. Avec cette définition, le Panama est bien insolite. Sur une carte, on a plutôt tendance à intégrer le Panama en Amérique du Nord, via l'Amérique centrale, mais sa capitale, elle, est située intégralement en Amérique du Sud. Mais la majeure partie de la population vit en Amérique du Nord, bien que la plus grande ville soit de l'autre côté. C'est très étrange comme pays au niveau de la répartition de sa population. Ça donne envie de faire une vidéo sur son réseau urbain. Maintenant qu'on a vu le Panama, on va passer aux pays suivants, qui sont tous liés à l'Asie. Russie. La Russie est un très bon exemple de pays transfrontalier. Le réseau téléphonique est le même sur tout le territoire, le pays est à la fois en Europe et en Asie, la frontière entre les deux continents se situe dans l'Oural. C'est la Russie elle-même qui a choisi de faire de l'Oural la limite entre l'Europe et l'Asie. Cette décision a été prise au XVIIIe siècle par les géographes russes. C'est donc une limite totalement arbitraire. Contrairement au Panama où il n'y a pas vraiment de nom ou définition pour différencier le nord du sud, en Russie, il existe un terme officiel pour désigner tous les territoires russes situés en Asie. C'est le terme Sibérie. La Sibérie correspond à presque 80% du territoire du pays, mais le pays se sent profondément européen, car l'Europe est son territoire d'origine. En effet, la Sibérie doit plutôt être vue comme une extension territoriale, voire une colonisation continue au territoire d'origine.
ce qui est un cas assez insolite par rapport aux autres pays européens qui colonisent par la mer. La Russie est un pays passionnant, sa capitale et plus grande ville est située en Europe, Moscou, mais la troisième plus grande ville du pays, Novosibirsk, est située en Sibérie. Novosibirsk est par la même occasion la plus grande ville de culture européenne à être située en Asie. La Sibérie est aujourd'hui majoritairement peuplée d'Européens, à Vladivostok par exemple, qui est située juste à côté de la Corée. On estime que plus de 80% de la population est d'origine européenne, parfois vivant dans la ville depuis plusieurs générations. Et les 20% restants sont surtout originaires d'ailleurs en Sibérie. Jusqu'en 1867, la Russie était même un pays tricontinental, puisque son territoire allait jusqu'à l'Alaska, dans la continuité de la Sibérie. La Sibérie compte environ 40 millions d'habitants, même si ça peut paraître peu par rapport à son immense territoire, c'est en réalité une très grande population quand on sait que la très grande majorité de cette population est originaire d'Europe. Il y a donc eu un déplacement de population, parfois forcé, pour créer des colonies de peuplement dans tout ce territoire. En plus de la Russie, il existe d'autres cas un peu ambigus. C'est le cas du Kazakhstan, qui est un pays d'Asie, mais dont une partie du territoire se situe de l'autre côté de l'Oural, en Europe. Il n'y a pas grand monde qui y vit, et surtout, l'Oural n'arrive pas jusque-là. Comment définir la limite? On ne sait pas. On peut tracer un trait droit, tout cela prouve bien l'artificialité de cette limite Europe-Asie. Pareil pour le Caucase, cette chaîne de montagnes doit limiter l'Europe et l'Asie aussi. Mais c'est un peu compliqué pour des pays comme l'Azerbaïdjan qui sont à cheval sur cette limite, sans que l'on sache s'ils font vraiment partie d'un espace ou d'un autre. Turquie. La Turquie est coupée en deux entre l'Europe et l'Asie. La séparation se fait aux Dardanelles et au Bosphore, les deux détroits de séparation. On donne des noms aux deux zones pour simplifier la vie. La partie européenne de la Turquie est appelée la Thrace orientale. La partie asiatique est appelée politiquement l'Anatolie, bien que l'Anatolie désigne à l'origine la péninsule et non la partie intérieure. Politiquement, le terme désigne l'ensemble du territoire asiatique. La capitale de la Turquie est Ankara, située en plein milieu de l'Anatolie, mais la métropole est Istanbul, ville européenne. Istanbul est à l'origine située exclusivement en Europe, mais avec la création de meilleures connexions sur le détroit, l'expansion urbaine s'est faite en Asie aussi. La province d'Istanbul est située à cheval sur les deux continents. Aujourd'hui, un tiers de la population d'Istanbul vit du côté asiatique, faisant de cette ville une véritable métropole transcontinentale. La Turquie me rappelle un autre pays dont la question pose problème, Chypre. Où se situe l'île de Chypre? Historiquement, Chypre a toujours été considérée comme une île asiatique, car située entre l'Anatolie et le Levant, mais depuis 2004, la République de Chypre a intégré l'Union européenne. On a plus tendance à dire que Chypre est européenne depuis cette date. En même temps, Chypre du Nord est devenu un État indépendant, reconnu seulement par la Turquie, directement au sud de l'Anatolie. Pareil pour la Grèce, certaines îles sont situées juste en face de l'Anatolie. Sont-elles européennes ou asiatiques? Grande question. Par le passé, la Turquie a même été un pays tricontinental. À l'époque des Ottomans, le pays allait jusqu'en Afrique du Nord. D'ailleurs, dans la limite Afrique-Asie, on y trouve un nouveau pays indépendant depuis. Égypte. L'Égypte est un pays majoritairement africain. Sa capitale, le Caire, est en Afrique. Cependant, on y trouve le Sinaï, situé en Asie. On y trouve environ 400 000 habitants. Pas grand-chose face aux 100 millions dans toute l'Égypte. Comme au Panama, on y trouve un détroit qui sépare les deux continents pour pouvoir faire passer les bateaux, le détroit de Suez. En 1967, Israël a annexé le Sinaï, ce qui fait que l'Égypte est devenue un pays exclusivement africain. En 1979, le Sinaï fut rendu à l'Égypte. L'Égypte est donc à nouveau un pays transfrontalier depuis cette année. Le Sinaï est donc un territoire très important, très stratégique grâce au canal. C'est aussi un territoire très peu peuplé qui connaît des politiques de colonisation de peuplement. Par le passé, l'Égypte a été un État bien plus asiatique, je pense à l'époque des Mamelouks, où une bonne partie du Levant était sous son contrôle. Indonésie. L'Indonésie n'est pas un État transcontinental continu, mais c'est un pays entièrement insulaire, et dans cet archipel, certaines îles appartiennent à l'Océanie. C'est le cas de la Papouasie indonésienne, intégrée à l'Indonésie en 1963, et peuplée par des populations bien différentes du reste de l'Indonésie. C'est pourquoi une politique de colonisation de peuplement a été mise en place pour mettre des Javanais sur ce territoire. On y trouve le Puncak Jaya, plus grande montagne d'Indonésie et plus grande montagne d'Océanie à la fois. L'Indonésie est, bien évidemment, un pays qui se considère asiatique, tourné vers l'Asie et où l'essentiel de la population y vit. On peut dire que presque 2% de la population de l'Indonésie vit en Océanie. Cas ambigu. Il existe plein d'autres cas ambigus dans le monde, en plus des pays qui possèdent des territoires d'outre-mer. Il y a les pays dont on ne sait pas vraiment le continent comme Chypre, les pays qui ont des îles situées à proximité d'un autre continent comme la Grèce et ses îles au large de l'Anatolie.
Il y a Trinidad et Tobago, une île des Antilles, et les Antilles on l'intègre dans l'Amérique du Nord au sens large, sauf que Trinidad et Tobago est situé juste au large de l'Amérique du Sud. Dans ce cas, le Venezuela est lui-même transfrontalier, en ayant une île, Margarita, qui appartient aux Petites Antilles. Il y a l'Espagne aussi, avec les îles Canaries en Afrique, et Ceuta et Melilla, juste en face de l'Espagne, mais en Afrique, mais est de l'outre-mer. Et puis il y a l'Argentine qui revendique d'être dans la continuité de l'Antarctique, mais c'est juste une revendication. Le pays sur plus de continents en absolu. Le pays qui possède des territoires d'outre-mer sur le plus de continents est le Royaume-Uni. En effet, il a des territoires partout. En Europe bien sûr, mais aussi en Amérique du Nord, avec quelques îles des Antilles, en Amérique du Sud avec les Malouines, en Afrique avec Sainte-Hélène, qui est très éloignée de l'Afrique, mais qui en est rattachée symboliquement. Enfin, il y a Akrotiri et Dekelia, situés à Chypre, et donc en Asie. Si on dit que Chypre est en Asie, c'est un peu tiré par les cheveux, surtout que ces territoires sont considérés comme n'étant pas sous souveraineté officielle du Royaume-Uni, mais de la République de Chypre. Avec les îles Sandwich du Sud, on peut dire que le Royaume-Uni administre aussi un territoire en Antarctique, et aussi Pitcairn en Océanie. Le Royaume-Uni est donc présent de manière très symbolique sur tous les continents. La France, quant à elle, est bien plus présente sur presque tous les continents, mais ne possède rien du tout en Asie. Et bien voilà, tous ces pays transcontinentaux m'ont vraiment passionné et donné l'envie d'en faire des vidéos pour voir plus précisément comment ces pays fonctionnent. On verra ça plus tard pour certains d'entre eux. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et à la prochaine.